Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Namecheck? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, vous savez que j'aime bien les pays, j'aime bien aller dans les zones où voilà, le marché, les marchés financiers sont assez dépréciés, d'accord? Parce que je pense que généralement, c'est là-bas qu'on retrouve les meilleures opportunités, mais attention, pas dans toutes les zones du monde, ok? Donc, en Allemagne, par exemple, présentement, je pense qu'on est très pessimiste sur l'économie allemande. D'accord, moi je pense que c'est une situation assez temporaire, donc il y aura des entreprises ici qui pourraient représenter des opportunités d'investissement. Je ne suis pas en train de vous dire ici que Nemetschek est une opportunité d'investissement, mais attention, ici, par exemple, on va essayer de déjà aller regarder sur le marché allemand quelles sont les meilleures entreprises disponibles en date d'aujourd'hui. Et juste pour préciser une chose, avant de faire cette vidéo-ci, j'ai assez hésité parce que je l'avais préparé un tout petit peu avant. Et je suis allé sur le live de mon ami Calibourse, qui est une bonne chaîne d'ailleurs. Et pour ceux qui aiment souvent suivre, il fait généralement des analyses en live très graphique, ok, mais également il fait également de l'analyse fondamentale. Ça peut également être bien pour des gens qui veulent poser des questions, voilà, ponctuelles sur une entreprise ou X ou Y, d'accord. C'est toujours intéressant de voir à peu près ce que les autres pensent, ok. Donc actuellement, enfin à l'heure où je tourne la vidéo, il était tantôt en live il y a quelques instants ici. Il m'a mentionné que pour les Français, c'était assez compliqué d'acheter sur le marché allemand et sur le marché italien, dans le sens où je pense qu'au niveau des taxes, c'est assez compliqué par là. Donc maintenant, je ne sais pas. Donc pour ceux qui ont plus d'informations, est-ce que vous pouvez m'envoyer des notes, par exemple, peut-être sur le Discord ou bien sur le... enfin, ou bien en message sous la vidéo actuelle. Parce que on a beaucoup de compagnies allemandes ici. J'avais compris que au niveau de la fiscalité, au niveau du dividende, était assez compliqué, dans le sens où les Allemands sont très peu généreux à ce niveau-là. Mais ce n'est pas pour autant que il y a peut-être pas des opportunités d'investissement là-bas. Mais bon, peut-être qu'il y a autre chose. Et comme je vous l'ai dit, moi, je suis au Canada. Donc, au niveau de la fiscalité, parfois, je n'en parle pas énormément sur ma chaîne parce que j'aime pas parler de bêtises. Enfin, c'est pas une bêtise, mais j'ai peur de dire des bêtises sur le sujet. Ok, donc généralement quand je connais pas quelque chose sur un sujet ou bien quand je pense ne pas connaître, je peux faire me taire. Ok, je ne dis pas également que sur ce que j'avance souvent ici, voilà, je connais tout. Non, je ne connais presque rien du tout. Et c'est pour ça que le débat est toujours ouvert. Ok, ici on est là juste pour partager, voilà, nos points de vue. Et mon point de vue n'est sûrement pas le meilleur point de vue possible, mais si ça vous aide ici à nourrir vos réflexions, c'est l'essentiel. Donc, après ce long monologue, justement, on va rentrer sur Nemetschek, qui est une compagnie que moi j'ai bien aimée sur le plan fondamental quantitatif. J'aime bien préciser sur le plan fondamental quantitatif. Donc, je pense qu'il y a une entreprise qu'on m'a également proposée ici dans le chat. Donc, ici, premièrement, on regarde le revenu. J'ai envie de regarder une entreprise ici qui a l'habitude d'augmenter ses revenus avec le temps. Ok, ici, on peut voir que Nemetschek, c'est clairement une entreprise en croissance. C'est bien de savoir que c'est une entreprise en croissance, mais la croissance, elle est due à quoi? C'est ce qui est important. C'est ce que vous allez lire dans les rapports financiers, d'accord? Ça, c'est la partie qualitative. La croissance, elle est due à quoi? On a 15% de croissance sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, nous avons 15%. Sur les 3 dernières années, nous avons ici également 13%. Donc, on a au moins 10% en montant. OK? Donc, déjà, c'est une entreprise qui fait quoi à la fin de la journée? Donc, on regarde ici. Là, c'est la description de Wikipédia vite fait. D'accord? Donc, c'est un fournisseur de logiciels pour l'architecture, l'ingénierie et l'industrie du bâtiment. Donc, il faut regarder ici architecture, ingénierie, industrie du bâtiment. OK. Vous comprenez qu'en période difficile, on aura peut-être tendance à avoir des revenus qui sont très peu élevés. Mais attention, peut-être également, elle est très peu sensible ici à la variation des taux d'intérêt. Donc, il faut aller regarder ça également. Moi, ça me donne déjà une idée ici. Je sais que c'est une compagnie de logiciels, donc le coût du capital n'est pas assez élevé ici. Et en période difficile, comme le disait tantôt Calibourse, voilà, privilégier les compagnies qui ont du cash, d'accord, qui ont très peu de dettes et qui ont une dépense en capital très peu élevée. OK? Bon. Une fois que ça s'est dit ici, Nemetschek, la croissance des revenus, c'est bien. On sait on sait que la croissance, elle est là. Maintenant, est-ce qu'on a une croissance des revenus avec une stabilité des marges brutes? Parce qu'on peut avoir une croissance des revenus ici avec une baisse des marges brutes ici. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, ici, on a une stabilité de la marge brute. Ça vous donne déjà une idée générale du pricing power de l'entreprise. Et vous pouvez remarquer que sur les dernières années ici, on a quelque chose ici. C'est peut-être voilà, c'est un plus haut annuel. Enfin, c'est un plus haut ici sur les marges brutes de la compagnie. Peut-être on a augmenté les prix ici ou bien ça peut être dû à la conjoncture. Faites attention. Faites très très attention à ça. Donc, ça reste une information ici. Après le revenu ici, une fois qu'on a vu que les revenus sont à peu près de 786 millions, c'est une small cap, d'accord? C'est une small cap, mid cap par là, je pense bien. Donc 786 millions ici. Donc quand on est dans le 786 millions ici, maintenant on va regarder
En termes les analystes attendent à peu près combien pour les 12 prochains mois? Et attention, ça reste une estimation. On regarde la tendance ici. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est la tendance. Ce n'est surtout pas, c'est pas gros, c'est pas le chiffre en tant que tel. Je crois que le chiffre est important, mais je me dis ici que les analystes sont optimistes sur cette compagnie-ci. Donc, sur les 12 prochains mois, ils attendent à peu près aux alentours de 800, disons 850 millions en termes de revenus. 850 millions. Si on prend 850 millions ici, 850, on le divise ici par 786, ce qu'on a sur les 12 derniers mois actuels, on a à peu près une croissance de 8%. Donc ça reste dans la tendance des 10% qu'on avait tantôt. Donc on va prendre ici 850 millions. On met en termes de revenus ici 850 millions. D'accord? En termes de croissance des revenus, vous savez qu'on est au moins sur 10% sur les dernières années ici. Donc, c'est juste de l'information. On va mettre du 10% ici. Mais attention, la croissance ici, l'information pour la croissance doit être retrouvée dans les rapports financiers. Qu'est-ce que le management pense? Quelle est la stratégie? D'où va venir la croissance? OK? Si on vous dit qu'on s'attaque à un marché de 100 milliards et que présentement, en termes de part de marché, on est peut-être à 2 milliards. Vous allez vous dire ici qu'il y a un potentiel de croissance. Ou bien on a 1%, excusez-moi. On est peut-être à 1% de cette taille d'un marché, sur un marché de 100 milliards. Vous pouvez vous dire ici qu'il y aura une croissance à long terme ici assez élevée. OK? Donc, il faut lire les rapports financiers. Moi, ici, pour une compagnie de croissance, je préfère la prendre à un prix qui n'inclut pas la croissance, tout en sachant qu'il y a de la croissance derrière. OK? Maintenant, la croissance, c'est bien, mais est-ce qu'on a un maintien ici? La marge de brut également se maintient. Maintenant, je vais comparer le net income ici avec les free cash flow. Et puis d'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question dernièrement, tantôt, de savoir pourquoi est-ce que j'utilise les price to free cash flow, les price to earning, au lieu de prendre les price to free cash flow, surtout que je mentionne que les free cash flow sont généralement plus importants que les net income. Pour faire simple, d'accord, juste une parenthèse, même si j'aime ouvrir les parenthèses tout le temps. En fait, pensez en termes de rendement. Pensez en termes de rendement. Une entreprise peut avoir des bénéfices nets en ayant des free cash flow négatifs, tout simplement parce qu'elle a vendu à crédit. Je vends à crédit, j'encaisse des bénéfices nets, mais le free cash flow ici, c'est le cash que l'entreprise a réellement encaissé pendant cette période-là. Il n'y en a juste pas. On a encaissé plutôt une promesse, d'accord, une promesse de paiement. OK? C'est pour ça que les free cash flow sont importants. Donc, quand vous regardez les free cash flow et les net income, comparez-les. Et si les net income et les free cash flow vont dans le même sens, tant mieux. Si les net income sont moins élevés que les free cash flow, posez-vous la question pourquoi. Si les free cash flow sont plus élevés que les net income, posez-vous la question pourquoi. Parce qu'il n'y a pas, voilà, il faut toujours se demander pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux. S'il y a une similitude, tant mieux, parce que les deux, en fait, en réalité, ils devraient avoir une similitude. Mais dans la plupart des cas, généralement, c'est parce que la dépréciation amortissement qui est une dépense en capital, qui est une dépense réservée pour la dépense en capital, est parfois moins élevée pour certaines entreprises, est parfois plus élevée que la normale pour certaines entreprises. Quand on dit normal, ça dit qu'une entreprise peut déprécier plus qu'elle n'utilise, qu'elle en a besoin pour la dépense en capital. Or, ça lui permet d'économiser en termes d'impôts. Donc, il faut jamais regarder la différence entre les deux. Ne vous inquiétez pas. Au courant de l'année 2023, on va parler des différences entre ces deux éléments-là. Mais pensez en termes de rendement. Donc, quand j'achète une entreprise à 20 fois les bénéfices, en fait, je l'achète avec un rendement de 5%. Si j'achète une entreprise à 10 fois les bénéfices, je l'achète avec un rendement de 10%. OK? C'est comme ça qu'il faut penser. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur une vidéo en particulier. J'espère que la personne qui m'a posé cette question-là va suivre cette vidéo aussi. Et si ce n'est pas le cas, je ferai une vidéo par rapport à ça, aux nuances entre les deux. D'accord? Parce qu'il faut toujours prendre les deux en considération. Donc, si on revient sur Namecheck, on se rend compte que les free cash flow sont différents par rapport au net income. Pourquoi? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. OK? Ici, je ne peux pas avoir la réponse pourquoi en regardant ceci. Je peux avoir une idée de la différence entre les deux. Donc, ce qui veut dire que quand je vais prendre Namecheck ici en date d'aujourd'hui, en termes d'évaluation, je sais déjà que par rapport aux revenus actuels, d'accord, on aura des marges, si je prends des marges de net income, on aura des marges moins élevées que la normale. OK? Donc, si je prends ici les net income margin, d'accord? Et n'oubliez pas également que c'est une compagnie européenne, donc peut-être également les free cash flow, ça inclut certains loyers, etc. Donc, faites attention à ça. Il y a des nuances qu'il faut prendre en considération ici. Donc, en prenant en considération les net income margin ici, je me dis, OK, au pire des cas, j'aurais sous-évalué l'entreprise en prenant en considération des marges moins élevées. Ce n'est pas plus grave. Je préfère sous-évaluer que surévaluer l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je préfère me tromper en donnant une estimation moins élevée des marges plutôt que de donner une estimation plus élevée qui n'est pas durable. Donc, je vous ai dit que vu que c'est une compagnie européenne, faites attention à ça. Je n'ai pas lu les rapports financiers. OK? Donc, prenez ça avec des précautions. On pourrait avoir des free cash flow plus élevés. Il y a un 40 millions de différence ici. Si on le prend ici sur le 756 millions qu'on avait ici, oui, le 786, donc ça fait ici 200 divisé par 786 qu'on a présentement. Donc, ici, normalement, on devait avoir 25% de marge en termes de free cash flow. Le problème, c'est que ce logiciel-ci ne donne pas des marges de free cash flow, il donne plutôt des marges de net income uniquement. Donc, ici, par exemple,
Sur les 10 dernières années, nous avons des marges de 15%. Sur les 5 dernières années, nous avons des marges de 19%. Sur les 3 dernières années, nous avons des marges de 20%. Actuellement, on a des marges de 21%. Donc, techniquement, je vais prendre des marges de 20%. Donc, vous comprenez que si je prends des marges de 20% alors qu'on a des marges de 25%, vous voyez que je suis en train de sous-évaluer l'entreprise. Ici, il y a une différence à peu près de 25% par là. Et ça peut être énorme. Faites attention par rapport à ça. OK? Donc, pour ceux qui vont aller lire les rapports financiers ici, allez-y, regardez la différence entre les deux. Mais déjà, on peut dire ici que c'est une entreprise c'est une belle entreprise. Pourquoi? Parce que le revenu est croissant. Les marges brutes sont stables. Les marges de net income ont tendance à augmenter et on se rend compte encore que les marges de free cash flow sont assez élevées. Donc, sont plus élevées que les net income. Donc, nous avons une entreprise ici qui a peut-être un pricing power. OK? Donc, je prends 20% ici en termes de marge. OK? 20%. Et je vais vous mettre les deux ici, la différence entre les deux. Il y a le 20%. OK? Et il y a le 25%. D'accord? Donc, en termes de nombre d'actions, je recherche une entreprise qui rachète ses actions ici, de préférence. Ces actions sont plutôt stables. Ça va, c'est correct. 115 millions, 115,5. OK. On va prendre 115,5, on pose ça. 115,5. OK. En termes de dette nette ici, est-ce que nous avons une entreprise ici qui a une dette qui a une dette nette assez gérable? Donc ici, on a une dette nette aux alentours de combien? On ferme ça. Non, c'est pas dette nette ici. Donc, je prends ça. Donc, dette nette. Alors, qu'est-ce que tu me donnes? Dette nette ici de 51, disons 52 millions. Elle a 52 millions de cash. Quand c'est négatif, ça veut dire qu'on a du cash net. C'est pour ça que si vous prenez par exemple la dette nette sur EBITDA, vous allez avoir une information négative. D'accord? Tout c'est moins 0,2. L'information peut être négative si la dette nette est négative ou bien si les EBITDA sont négatifs. Ici, on sait que la dette nette est négative, les EBITDA sont positifs. Donc, c'est pour ça qu'il faut généralement regarder la dette nette ici, après ça, comparer avec la dette nette sur EBITDA, etc. Mais vous voyez ici que c'est une entreprise qui a l'habitude de ne pas être très endettée. OK? Donc, on a ici à peu près 52 millions en termes de dette nette. OK? 52. Maintenant, qualité de dividende, on va y revenir. Je pense que j'ai tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de la compagnie. OK? Mes PER de 20, 25, ainsi que ma marge. D'accord? Donc, 850 millions, revenu attendu l'année prochaine. D'accord? Dans un environnement normal. À 20% de ma bénéficiaire, fois 25 fois les bénéfices. Je vais exagérer. Excusez-moi, je n'ai pas pris le PER ici. Excusez-moi, je n'ai pas parlé de PER, excusez-moi. Donc, je vais prendre 25 fois les bénéfices pour le PER ici, tout simplement parce que si vous regardez ça ici, c'est une entreprise qui a l'habitude de s'échanger à des PER assez élevés. Regardez, le marché a l'habitude de payer 104 fois les bénéfices ici, etc. Mais vous voyez qu'on est assez élevé ici. Mais prenez toujours en considération si les PER en question, techniquement, si vous les ramenez au bénéfice net actuel, ils sont peut-être moins élevés ici, tout simplement parce que le bénéfice net par action de 2018 n'est pas le même bénéfice net par action que le 2022. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération. Mais à la longue, les PER auront tendance à aller aux alentours de la moyenne de l'industrie. Vu que c'est une compagnie de logiciels, je sais que la moyenne est aux alentours de 25 fois les bénéfices par là. Attention, OK? Donc, si vous prenez sur les 20 dernières années, on a 23 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, donc on vous vendait du Namecheck ici à 5 fois les bénéfices. On l'a vendu également ici aux alentours de 13-14 fois les bénéfices. Et en date d'aujourd'hui, il y a des gens très intelligents qui l'ont acheté à 104 fois les bénéfices. Maintenant, je ne sais pas, ici, 104 fois les bénéfices, on était aux alentours de $109 l'action. Donc, vous comprenez ici que nous, on n'aurait pas payé 104 fois les bénéfices ici, jamais de la vie. Je paierais 25 fois les bénéfices maximum, donc je prends 25 fois les bénéfices ici. C'est-à-dire que c'est un rendement de 4%. OK? Donc, je prends 25 fois les bénéfices, donc fois 25. D'accord? Rappelez-vous, qu'est-ce qui est x25 ici? 850 millions fois 20% ici de 850 millions, ça fait 170 millions. Fois 25 fois ici les bénéfices, plus le cash net qui est aux alentours de combien? On a du cash net ici aux alentours de 52 millions. Donc plus 52 millions de cash net, plus 52, divisé par le nombre d'actions. En termes de nombre d'actions, nous avons combien ici? Nous avons 115,5. OK? Donc divisé ici par 115,5. Ça nous donne ici 37 euros l'action. OK? Donc à X25 avec 20% de marge bénéficiaire ici. X25, on a ici 37 euros l'action plutôt. 37 euros. OK? Donc, si l'entreprise a des marges bénéficiaires plus élevées,
je prends juste en termes d'exemple, hein, d'accord? Si on a des marges, les free cash flow sont réellement, représentent la véritable rentabilité de la compagnie. C'est après vérification ici, d'accord? Après ajustement, etc. Multiplié par 25 fois les marges, 25 fois les bénéfices ici, plus le cash net qui est aux alentours de 50, je vais mettre ici 52 millions, divisé par le nombre d'actions ici qui est aux alentours de 100, 115,5, ça donne ici une valorisation aux alentours de 46 millions. 46 millions ici, 46 euros l'action ici. Donc, quand on prend ici 46 euros divisé par 37 euros ici, on voit qu'on a une différence ici de 25%. Donc, en date d'aujourd'hui, moi, je vais me situer aussi, je dirais ceci. Si, je dis bien si, nous avons des marges bénéficiaires de 25%, d'accord, cette entreprise est correctement évaluée. Rappelez-vous, on a fait nos calculs ici, à 25%, on trouve 46 euros l'action. Mais à 20% de marge bénéficiaire, on trouve 37 euros. Il y a une différence de 25%. OK? Et la différence ici est liée aux marges bénéficiaires actuelles. Donc, je dirais ici que Nemetschek n'est pas surévaluée. Elle n'est pas surévaluée. Elle pourra avoir une croissance de 10% pendant 10 ans. Si cette compagnie c'est une croissance de 10% pendant 10 ans, admettons que toutes choses étant égales par ailleurs, soit 10% de revenus égale 10%, 10% de bénéfices nets ici, d'accord? Donc, sur les 10 prochaines années, je vous assure, c'est un raisonnement par exagération. Ne le faites pas souvent juste pour avoir une première idée ici. Donc, ça fait ici multiplié par 2,6. C'est-à-dire que si je l'achète en date d'aujourd'hui à 37 $ l'action, donc disons qu'on reste à 20 fois les bénéfices ici, théoriquement, si on a une croissance de 10% ici, des bénéfices nets pour les 10 prochaines années, on pourra avoir une valeur aux alentours de 96 $ l'action, aux alentours de 2000, je fais un exemple, hein, je précise 2032. D'accord? Ça ne prend pas en considération l'augmentation des marges, mais sous condition d'une croissance des bénéfices, d'une croissance des revenus, une croissance des bénéfices de 10% en moyenne sur les 10 prochaines années. Donc, Nemetschek ici est correctement évaluée au prix actuel. Elle n'est pas surévaluée. OK? So, n'oubliez pas qu'il y a une croissance. Maintenant, en termes de dividendes, il est safe ici. On ne va même pas se poser 1 milliard de questions. Tout simplement parce que si cette compagnie-ci vous distribue la totalité des bénéfices nets, admettons sur des marges de 20% ici, d'accord? Donc, si on vous distribue le 170 millions ici, donc 170 millions représente 20% de 850 millions, les revenus attendus l'année prochaine ici, vous aurez à peu près par rapport à la capitalisation boursière actuelle qui est de 5 milliards 470, vous aurez un rendement de 3%. Actuellement, on vous donne un dividende ici de 0,82%. Il y a de fortes chances que ce dividende-là continue à croître. Si ce dividende a l'habitude de croître également ici de 10% en moyenne sur les années à venir, ici, vous aurez à peu près un rendement à peu près aux alentours de 8% par rapport à votre prix d'acquisition en 2032. D'accord? Si ça arrive, et généralement, c'est très souvent, vous allez avoir des bonnes surprises si, surtout, on combine cela à une augmentation des marges. Les compagnies logicielles, à un moment donné, elles n'ont pas besoin d'augmenter les coûts d'exploitation pour pouvoir avoir des revenus, pour pouvoir avoir des bénéfices nets, pour pouvoir maintenir les bénéfices nets. Donc, on peut avoir un revenu de 10% de croissance, des marges qui restent des marges nettes, enfin, pas des marges nettes, des dépenses globales en termes opérationnels qui restent stables. Ce qui veut dire qu'à la fin, on aura plutôt croissance des revenus de 10%, mais on aura peut-être une croissance des bénéfices nets de 25%. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tous les revenus supplémentaires vont descendre directement, après réduction des impôts, etc., vont descendre directement aux bénéfices nets. C'est un exemple bateau, d'accord? Faites attention, ce n'est pas quelque chose de très précis. Donc, c'est pour vous dire ici que ce n'est pas parce qu'on a une croissance de 10% de revenus qu'on aura forcément une croissance de 10% des marges nettes. Le contraire pourrait arriver, d'accord? On pourrait également avoir quelque chose de supérieur pour les marges nettes ici, et pour les bénéfices nets. Je pense que pour Nemetschek, je dirais, voilà, littéralement, nous avons une compagnie qui est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Donc maintenant, quelqu'un qui achèterait du Nemetschek en date d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pense qu'on va avoir une croissance très élevée dans le futur. Ce n'est pas mauvais non plus. OK? Maintenant, si on arrive à l'acheter à des prix plus bas, ça sera encore plus intéressant. C'est-à-dire que la croissance, la patience ici pourrait potentiellement payer. Et voilà, nous ne sommes peut-être pas tombés dans le piège d'acheter cette compagnie à ce niveau-ci. OK? Donc, faites attention ici. Il faut également regarder les marchés, le marché final de cette entreprise. Qu'est-ce qu'elle vend précisément? Elle vend à qui? Quelle industrie? Comment est-ce que cette industrie-là se comporte en période difficile? OK? Qui sont les compétiteurs? Est-ce que quand mon client achète mon produit, est-ce qu'il a tendance à changer? Est-ce qu'il y a un switching cost? D'accord? C'est-à-dire qu'un coût de commutation, c'est-à-dire que si je commence à utiliser un produit, par exemple, j'ai de la réticence à changer, même si c'est le produit concurrent ici va peut-être m'apporter la même chose. D'accord? J'ai une réticence à changer. D'accord? Peut-être que le prix sera différent, mais j'ai une réticence à changer parce que je vais perdre du temps à apprendre à utiliser le nouveau produit. OK?
Même si ça peut me donner le même résultat, mais et que ça me coûte moins cher, je vais peut-être hésiter à le faire parce que je suis déjà habitué ici. OK? C'est vraiment ce qui arrive comme avantage concurrentiel dans des compagnies qui vendent des logiciels ici. Quand je suis habitué à utiliser Premiere Pro, excusez-moi, même si vous me vendez ici, je sais pas moi, Final Cut, j'aurais de la réticence à changer. Pourquoi? Parce que Premiere Pro me donne à peu près la même chose que Final Cut. Je parle ici à titre de profane, d'accord? Je ne sais pas s'il y a une différence entre les deux. Personnellement, je n'utilise pas d'outils de montage. Mes vidéos sont faites en live, comme vous voyez. Une fois que c'est enregistré, c'est tourné, j'éteins et on passe uniquement à l'envoi sur YouTube. D'accord? Le plus important ici, ce n'est pas l'esthétisme de la vidéo. Ici, c'est le message derrière. Et comme d'habitude, je vous encourage à lire les rapports financiers, mais Nemetschek mérite d'avoir une place dans n'importe quel watch it. Maintenant, si vous inquiétez par rapport à la fiscalité, etc., je vous dirais, il faut inclure la fiscalité, en fait, dans le prix que vous allez demander. Par exemple, si la fiscalité est très élevée pour un Français qui va posséder une compagnie allemande, notamment, c'est quel type de la fiscalité, à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau de la vente la vente de mes actions ou bien c'est au niveau du dividende? Si c'est au niveau du dividende, demandez un prix plus bas. Si c'est au niveau de la vente de mes actions, demandez un prix plus bas. Donc, si cette compagnie m'intéresse à 47 euros, mais que je me dis que, OK, si je l'achète à 47 euros et que voilà, l'action monte à 100 euros, je vais peut-être payer, disons, 50% de taxes sur la plus-value ici, bah, je vais demander un prix moins élevé. Je vais demander un prix, par exemple, aux alentours de 25 euros ou 30 euros, d'accord, pour supporter cette différence-là. D'accord? Donc, c'est juste une marge de sécurité supplémentaire que vous allez ajouter. Parce que techniquement, la taxation ne doit pas vous faire peur. D'accord? Demandez juste un prix plus important par rapport à la zone où vous habitez présentement. OK? Je pourrais être intéressé par une compagnie allemande, peut-être parce que mon pays a une entente avec les Allemands, d'accord, à 50 euros. Et toi, tu pourrais être intéressé par la même compagnie ici, d'accord, qui est déjà sous-évaluée en date à 50 euros, mais tu vas vouloir l'acheter uniquement à 40 euros, tout simplement parce que tu sais qu'à la fin, tu auras une charge supplémentaire au niveau de la taxe. Donc, c'est juste une marge de sécurité supplémentaire à ajouter, d'accord? Donc, on a beaucoup de belles compagnies en Allemagne et peut-être que ça serait intéressant de commencer à jeter un coup d'œil. On a également beaucoup de très belles compagnies en France, mais voilà, regardez ailleurs, ok? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Nemetschek est correctement évalué au prix actuel, même si on l'évalue ici à 37 euros ici, mais ça avait 20% de marge bénéficiaire. 20% de marge bénéficiaire. N'oubliez pas également qu'il y a une certaine croissance ici et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Merci.